Est-ce que tu penses que tu es le diable en personne? Non, je ne suis pas le diable, mais j'ai un bon miroir. C'est une question sérieuse. Est-ce que tu penses que tu es le diable en personne? Je ne comprends pas. Pourquoi tu dirais ça? Parce que tu as tous les attributs. Tu es incroyablement intelligent. Le diable est intelligent? Et tu te souviens que le diable, c'est quelqu'un qui sait tout? Le diable me fait peur. Le diable est brillant. Tu as lu John Milton Paradise Lost? Satan est le numéro 1 ou 2 des archanges. Et la raison pour laquelle il va en enfer et mène la rébellion, c'est parce qu'il ne peut pas être le numéro 1. Et son truc, c'est « J'aime mieux régner en enfer que servir au paradis ». J'ai vu ça dans un film une fois appelé American Dharma. Je ne me souviens pas qui l'a dit. C'est bon, on termine cette interview. Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. In total, that means that the department produced approximately 3.5 million pages in compliance with the Act. Just a quick note about the videos and images. The 2,000 videos and 180,000 images are not all videos and images taken by Mr. Epstein or someone around him. They include large quantities of commercial pornography and images that were seized from Epstein's devices, but which he did not take or that someone around him did not take. Some of the videos, though, and some of the images do appear to be taken by Mr. Epstein or by others around him. Let me go and search Trump. Donald Trump. Witness. It's witness information. Wait, Donald Trump was a witness in this, right? That's what it says. It says witness information. And it says age 70. So this was 9 years ago because he's 79 now. He was an informant? Yes, he was. And this is an open secret. Everybody knows this. Salut à tous. Nous vivons une époque incroyable. Ce qui était inimaginable, ce que l'on qualifiait de délire complotiste est confirmé. Même les actes les plus abjects que l'on ne voit même pas dans des films d'horreur sont mentionnés. Des démons humains vivent bien parmi nous et non seulement ils sont au sommet de la société, mais en plus de ça, ils sont protégés. Il y a des responsables qui, confrontés à des horreurs indescriptibles, se disent « D'accord, on va les laisser tranquilles, on va faire comme si l'on n'avait rien vu ». Alors je vous préviens, ces horreurs, nous allons en parler aujourd'hui et vous risquez peut-être d'être choqués. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo et revenir aux infos de la télé, sauf que l'on ne vous dira rien. Les journalistes sont désespérément en train de noyer le poisson avec du blabla sans consistance. Par exemple, ils plaignent les victimes qui sont mentionnées dans les dossiers. C'est donc une manière de dire que tous ceux dont le nom apparaît sont uniquement des victimes et non des criminels qu'il faudrait absolument poursuivre. D'ailleurs, Epstein, il ne l'appelle même pas de son vrai nom, il l'appelle Epstein. Il déclare que c'est un agent russe. Pourquoi Epstein? Parce que Epstein, cela ressemble trop à Weinstein, qui d'ailleurs est déjà en prison, ou encore même à Einstein. Et donc, pour une certaine raison inavouable, il l'appelle Epstein. Et à les entendre, il aurait peut-être eu des rapports sexuels avec des filles âgées de 12 ou 13 ans, et c'est tout, et ça s'arrête là. Or, c'est bien pire que ça. Rentrer dans le monde glauque qui nous est décrit dans les dossiers, c'est prendre un aller simple en enfer. Il existe plusieurs cercles infernaux. Les premiers concernent les réseaux d'influence, les parties fines et les trafics d'êtres humains. Mais au niveau du 9e et dernier cercle, l'horreur dépasse l'entendement et c'est ce terrain-là que nous allons explorer aujourd'hui. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo et jouer à l'autruche comme le reste de la population. Alors, avant d'arriver au 9e cercle de l'enfer, il y a une grande question qu'il faut se poser. Comment se fait-il qu'Epstein ait été protégé pendant des décennies? Il y a quand même quelque chose de pourri dans le monde dans lequel nous vivons. C'est le plus grand scandale de tous les temps et pourtant vous constaterez que ni les médias, ni la justice, ni même la police ne font quoi que ce soit. Ils restent les bras croisés. Il n'y a pratiquement aucune instruction, ni d'inculpation, alors que les protagonistes se comptent par centaines. Les implications sont immenses. Cela voudrait dire que les institutions protègent aujourd'hui comme hier les réseaux de type Epstein, des réseaux internationaux de trafic d'influence, basé sur le kidnapping, la torture et le viol de très jeunes filles.
Nous sommes forcés de constater que les institutions telles que la police et la justice sont compatibles avec les agissements de ces réseaux pédocriminels. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Rappelez-vous l'affaire Dutroux, le scandale Jimmy Savile, le Pizzagate et des dizaines d'autres affaires répertoriées au fil des années. Il semble qu'à chaque fois, les juges, les policiers, les hommes politiques, quand ils sont confrontés à ces réseaux pédocriminels, décident de laisser faire, et c'est quand même une chose assez incroyable. Mieux encore, les grandes firmes, les multinationales sont également complices. Rappelez-vous le Pizzagate, c'était il y a 10 ans. À l'époque, 250 firmes ont décidé d'arrêter de financer des publicités sur YouTube. Elles se sont concertées et elles se sont servies d'un faux prétexte et YouTube n'avait soudain plus aucun financement. Et 9 millions de créateurs de contenu ont aussitôt perdu leurs revenus. Cela a duré à peu près 3 ans. Donc à ce stade, les institutions et les corporations seraient plutôt dans le camp des pédocriminels. On a assez d'éléments pour dire que le système actuel protège la pédocriminalité élitiste. On peut donc kidnapper un enfant, le torturer et le tuer et revendre la vidéo. Et les agents du système vont couvrir ce crime. Ils diront que ce ne sont que des théories conspirationnistes, du moins jusqu'à aujourd'hui, puisque désormais on a les preuves officielles de tel trafic. Rappelez-vous, en 1999, la fameuse émission Viol d'enfants, la fin du silence est diffusée à la télé. L'une des intervenantes est Martine Bouillon, une juge chargée de la protection de l'enfance et elle hébergeait des enfants dans un refuge. Elle avait osé déclarer qu'il existait des charniers d'enfants. Il fut aussi question de têtes décapitées plantées sur des piquets. Et donc là, on est rentré dans l'innommable, dans ce qu'il faut appeler le 9e cercle de l'enfer. Eh bien, comme il fallait s'y attendre, cette juge a été mutée dès le lendemain et donc elle a perdu la garde des enfants dont elle s'occupait. Le système a une fois de plus choisi le camp des pédocriminels et dites-vous bien que tous les magistrats de France ont bien reçu le message. Ils ont courbé la tête, ils ont accepté cet état de fait. En France et comme ailleurs dans le monde, il y a eu 0 initiative pour démanteler la pédocriminalité élitiste. Donc, et puis j'ajoute que le Conseil de l'ordre de la médecine, le Conseil de l'ordre des médecins en France, a joué j'utilise le passé parce que j'espère que c'est fini, a joué un rôle absolument abject. Je voudrais dire qu'il y a une centaine de médecins généralistes français qui ont été traduits devant les tribunaux du Conseil de l'ordre pour avoir effectué des signalements. Et l'une des pionnières dans la dénonciation des violences sexuelles subies par les enfants, le docteur Catherine Bonnet, qui est une pédopsychiatre, elle a été condamnée pour avoir fait des signalements, elle a été condamnée 3 fois à 3 ans d'interdiction d'exercer. 9 ans d'interdiction d'exercer par le Conseil de l'ordre des médecins en France. Parce qu'elle elle avait fait un signalement. Elle n'a pas dit j'accuse monsieur Intel. Elle a dit l'enfant dit qu'il a subi telle chose de la part de telle personne. Signalement. Mais ça, c'est une façon, très honnêtement, ce genre, c'est pas un peu des exemples montrés pour faire taire les médecins? Mais bien sûr. C'est ça. Et quand on voit que dans l'affaire Outreau, il n'y a aucun médecin qui a fait un signalement, il faut faire le rapprochement avec le comportement non ambigu du Conseil de l'ordre. These people, they know the brain, they know how the brain works. I mean, Epstein was there were babies that had been aborted or that were aborted by them, and they were in like a cryogenic kind of a machine that they were doing experiments on. That was very done underground, of course. He had a lot of connections. Stephen Hawkins was there, and a lot of evil was done through him, or what he was actually saying, kind of communicating, this is what I want you to do to this child. Et même après la divulgation des dossiers Epstein, les agents du système, qu'ils soient juges, journalistes ou hommes politiques, persistent à nier l'existence de tels réseaux. Qu'en conclure ? Le système dans lequel nous vivons fabrique des gens qui ont tendance à penser que s'il a de l'argent et du pouvoir, un pédocriminel serait au-dessus des lois.
Ce petit jeu à base de faux semblants, genre je ne vois rien, je ne comprends rien, mais je protège ma carrière, aurait pu durer indéfiniment. Problème, les forces occultes ont décidé de sacrifier certains de leurs adeptes. Cela a commencé avec Jimmy Savile, ensuite il y a eu le Pizzagate, c'est-à-dire le réseau d'Hillary Clinton. Mais à ce moment-là, la divulgation s'est arrêtée car l'Amérique aurait sombré dans le chaos. Un agent des services secrets américains l'avait bien expliqué, le rôle du Pizzagate consistait seulement à faire élire Donald Trump, mais il ne fallait pas compter sur des divulgations complètes qui auraient mis en danger les USA ainsi que le reste du monde. Et donc, nous voilà en 2025, la liste des clients d'Epstein se fait attendre, les publications du Department of Justice sont caviardées, Trump revient sur sa parole, il déclare que tout cela n'était qu'un hoax, il bloque toutes les procédures, mais au mois de janvier 2026, malgré tous les blocages, boum, le dévoilement des dossiers fait l'effet d'une bombe nucléaire, les retombées sont immenses, il y a déjà des démissions, des gouvernements sont déstabilisés. Pour faire simple, Epstein connaissait tout le monde et il était impliqué dans à peu près toutes les affaires relatives à la marche du monde. Il y a des millions de pages, il faudrait 10 ans pour toutes les lire, c'est une tâche impossible, mais il y a des informations troublantes qui émergent, des horreurs inqualifiables, des actes monstrueux qui ne peuvent être le fait que de démons à forme humaine. Et là, je vous préviens, nous allons rentrer dans le 9e cercle de l'enfer. À ce niveau-là, il n'est plus question de violer des filles à peine pubères, mais de les faire accoucher, de leur enlever leur bébé, puis de l'affamer, afin qu'ils sucent goulûment le pénis des adultes, et pour qu'ils se nourrissent de la semence. Cela se passe soit sur l'île, soit aux ranches Zorro, mais l'horreur ne s'arrête pas là. Quand ils ont bien violé le bébé par tous les orifices, et que celui-ci commence à donner des signes d'épuisement, eh bien, ils le tuent. Certains de ces organes sont revendus à des fins de recherche ou de transplantation, et le reste, donc, ils le mangent. C'est peut-être étonnant, mais sachez que la viande de nouveau-né est un mets exquis qui procure énergie et vitalité. Elle rallonge l'espérance de vie. En Chine, il y a des restaurants spécialisés dans ce genre de menu. Il faut payer environ 4000 € pour manger de la viande de bébé. Alors dit comme ça, c'est incroyable et ridicule, mais quand on voit les images réelles, on rigole moins. On se rend compte que dans certains cercles, c'est une pratique bien réelle. En tout cas, maintenant, vous savez pourquoi des gens riches et puissants vivent si longtemps. La reine d'Angleterre, Rockefeller, Kissinger, George Bush, on connaît maintenant le secret de leur longévité et on sait pourquoi ils atteignent facilement l'âge de 90 ans et plus. Selon les messages contenus dans les dossiers Epstein, l'une des parties les plus savoureuses était l'intestin des nouveau-nés car il contenait encore le lait maternel qu'ils appellent fromage. Ils disent entre eux, le fromage de ce bébé est délicieux. Alors bien entendu, c'est difficile à croire, sauf que depuis des années, on a plein de témoignages qui racontent à peu près la même chose. Il y a ces enfants qui racontent comment leur papa les a emmenés manger des bébés. Il y a cette mannequin qui hurlait dans la rue que des gens puissants, dont la reine d'Angleterre, mangeaient des gens. Et surtout, il suffit d'aller sur Google et de se renseigner sur le Shabbat des sorciers pour constater que la littérature regorge de témoignages similaires et que ce sont des pratiques qui remontent à des millénaires. Elles sont apparentées au culte de Baal ou à celui d'Astarté. Historiquement, en France, nous avons Gilles de Rais, l'un des compagnons de Jeanne d'Arc qui était impliqué dans le meurtre et le viol d'enfants à grande échelle. Gilles de Rais a été exécuté, mais le système moderne refute tout ce qui a trait au surnaturel et à l'occultisme, et donc ces pratiques peuvent perdurer pratiquement sans aucun risque. Les juges ont été formatés pour penser que le diable et les démons sont imaginaires, et donc eux-mêmes ne croiraient pas aux témoignages que l'on pourrait éventuellement leur donner. Et si jamais leur hiérarchie faisait planer la menace d'une sanction, comme pour Fabrice Burgot, le juge de l'affaire Dutroux, ou comme pour Martine Bouillon, alors ce n'est plus la peine de compter sur eux, ils vont automatiquement fermer les yeux. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Les forces infernales ont décidé de sacrifier quelques-uns de leurs serviteurs. Le dossier Epstein n'est que le début, mais pour le moment, c'est surtout du texte. Cependant, il y a une vidéo qui circule et qui concerne cette sorcière d'Hillary Clinton. Et pareil, on rentre là dans le 9e cercle de l'enfer. Les agents du FBI qui ont vu cette vidéo ont été traumatisés. Ils sont devenus malades car ils ont vu l'horreur à l'état pur. Dans cette mystérieuse vidéo, encore cachée dans les bas-fonds du Darknet, on verrait Hillary Clinton torturer une petite fille et lui découper le visage avec un scalpel. Et ensuite, elle le lui arrache et le pose sur son propre visage et elle regarde ainsi la petite fille terrorisée qui voit donc sa figure sur celle d'Hillary en train de ricaner. Et donc c'est l'horreur absolue, la petite fille hurle de toutes ses forces.
Si jamais cette vidéo ou une autre du même genre apparaissait, dites-vous bien que c'en serait alors fini du système et de ses institutions qui ont été incapables de traiter le problème de la pédocriminalité élitiste, disqualification complète de toutes les autorités, police, justice, classe politique et médiatique n'auront alors plus aucune légitimité, ce serait aussitôt la révolution et l'anarchie. Et c'est bien ce que recherchent les forces sataniques, elles désirent le chaos et la destruction, préalablement un sacrifice à grande échelle du genre humain qui sera procuré par la Troisième Guerre mondiale. L'autre raison de ce dévoilement, c'est qu'il existe une loi divine que ces forces doivent impérativement respecter. Il y avait un événement avec plusieurs célébrités hollywoodiennes. Le groupe Epstein essayait de louer une salle pour une projection de film en leur présence, longtemps après que l'intéressé ait été condamné et ait purgé sa peine de prison pour pédophilie. Quand je voyais ça, je me disais, ce sont des noms que tout le monde connaît, des stars de cinéma, des personnalités des médias, ce sont des milliardaires. C'est vraiment incroyable et choquant ce qui s'est passé ici. L'autre chose choquante, c'est que le ministère de la Justice n'ait procédé à aucune autre arrestation, à part peut-être celle d'un complice. Et nous savons tous que c'est humainement impossible. On ne peut pas avoir des milliers de victimes et un seul complice. Quelqu'un a conduit la voiture, quelqu'un a piloté les avions, quelqu'un a ouvert les portes, quelqu'un était la femme de ménage. Il y avait des témoins dans toutes ces propriétés. Et puis, il y a ces cas de milliardaires prétendument impliqués dans un réseau de trafic sexuel qui auraient versé de l'argent à des pays étrangers dans le cadre d'accords à l'amiable. J'ai lu ce matin un document où Leon Black affirmait avoir versé des indemnités à des femmes victimes présumées d'agressions sexuelles. Je vais donc aller au fond des choses, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que rien ne se passe ensuite. Ma priorité absolue est de faire en sorte que l'information soit diffusée, afin que les responsables soient emprisonnés. Si le ministère de la Justice ne fait pas son travail, je le ferai pour lui. S'il faut les faire disparaître de la société et les exclure de la vie publique, c'est ce que nous ferons. S'ils ne vont pas en prison, alors c'est ce que nous allons faire. J'ai également réalisé cette semaine que cette affaire remonte à plusieurs décennies. Il ne s'agit pas seulement de l'administration actuelle, ni de l'administration Biden, ni même de l'administration Obama. Cela remonte à l'administration de George Bush, à son ministère de la Justice et à son FBI. Mais vous seriez choqué, Pierce, d'apprendre que certains des noms que j'ai vus dans des courriels du ministère de la Justice, que celui-ci protège, concernent des personnes des deux côtés de l'échiquier politique. Il s'agit de personnes célèbres, riches, au pouvoir, de premiers ministres, d'anciens présidents, etc., de personnalités médiatiques qui sont citées dans ces dossiers. C'est pourquoi je dis que cela restera dans les annales comme l'une des plus grandes affaires de dissimulation de l'histoire américaine. Et je ne crois pas que les filles obtiendront justice, c'est pourquoi il incombera à des personnes comme le démocrate Ro Khanna, le républicain Thomas Massie. Je suis moi-même républicaine et je suis prête à citer certains de ces noms dans le cadre de nos travaux en commission à la Chambre des représentants, quoi qu'il en coûte, car ce genre de choses ne peut pas continuer. Je veux donner à la prochaine fille l'espoir que lorsqu'elle se manifestera, elle ne sera pas humiliée, que sa vie ne sera pas salie dans le Daily Mail ou dans tout autre journal. Ce qu'ils font aux femmes victimes et aux enfants est répugnant, car ils protègent leurs amis, riches et puissants. Mais vous seriez surpris, voire choqué, par certains des noms qui figurent dans le dossier. Epstein serait vivant et joue à Fortnite en Israël. Voici quelques preuves. Une théorie aussi folle a fait son apparition. De plus, un homme ressemblant à Epstein a été photographié dans les rues de Tel Aviv. Une partie des fichiers qui ont été déclassifiés contenaient des informations indiquant qu'Epstein aimait beaucoup les jeux vidéo et le pseudonyme Little Sound Jeff en apparaît dans les documents. En 2019, des V-Bucks, la monnaie du jeu, ont été achetés pour lui avec l'adresse email d'Epstein. Le même pseudonyme apparaissait également dans d'autres reçus et services.
Aujourd'hui, les détectives du web ont recherché ce pseudonyme sur Fortnite Tracker et ont découvert une activité de jeu après la date officielle du décès d'Epstein, c'est-à-dire après le 10 août 2019. Ils ont ensuite remarqué la géolocalisation du profil qui indique que le joueur se trouve en Israël. Et hier, ce tweet est apparu. Quelqu'un a pris en photo dans les rues de Tel Aviv un homme ressemblant beaucoup à Epstein, mais avec une végétation luxuriante sur le visage. Et le plus intéressant, c'est que dès que la théorie du pseudo du jeu s'est répandue sur les réseaux sociaux, le compte a été rendu privé et les mentions à son sujet ont commencé à être supprimées des archives web. Soit quelqu'un utilise cet ancien compte, soit Epstein est vivant et vit chez lui en Israël. Que pensez-vous de ça? Has Jeffrey Epstein been found alive? Well, there's a very mysterious note in the Epstein files that have many people asking, wait a second, is this dude still living? Was he body swapped? It's this note right here that was an anonymous 4chan post effectively saying, I'm a guard who works in the prison and I watched the day that Jeffrey Epstein died, and what happened was Jeffrey Epstein was wheeled out of his cell inside of a wheelchair. He was chained to that wheelchair, and then he was taken into a transport vehicle, never to be seen again. And this was a prison guard that was anonymous until the Epstein files were released. And now we know this man's name is Roberto, that he was a lieutenant at the jail, that he was somebody who is very high up. And now there's been much speculation to be said about Jeffrey Epstein and the autopsy photos and whether it's actually Jeffrey Epstein. People are saying there's different ears, different noses, and so on. But I'm going to draw your attention to the fact that the person who did the autopsy said straight up, like, there's no way that Jeffrey Epstein could have killed himself in this autopsy, and they doctored the autopsy. The thyroid cartilage sits at the front of the neck. I have never seen 3 fractures like this in a suicidal hanging. Sometimes there's a fracture of the hyoid bone or a fracture of the thyroid cartilage. But not 3. Very unusual to have 2. And going over 1,000 jail hangings, suicides in the New York City state prisons over the past 40, 50 years, no one had 3 fractures. Most hangings, especially free hangings, the ligature slides up to beneath the jawbone, the mandible. Here it's in the middle of the neck. Dr. Bodden says a wound straight across the neck is more common when a victim is strangled by a wire. And then I wanted to also bring your attention to Megyn Kelly, who we really respect on this channel, saying, listen, you don't know anything about Jeffrey Epstein. You'll probably be hearing from Jeffrey Epstein very soon. What does Megyn Kelly know? Here we go. We're not done with Jeffrey Epstein. I can tell you that for a fact. Can't tell you how I know, but I can tell you for a fact we're going to hear a lot more about Jeffrey Epstein in the coming year. And you may be even hearing from him directly. So now we know definitively that the autopsy was messed with. Megyn Kelly thinks Jeffrey Epstein is alive. What do you think? There's some really wild theories out there. This is from the New York Post yesterday. Teen Epstein accuser wrote she was used as a human incubator for a secret baby who was snatched at birth. But this comes from a person that has been there and seen it all as a former staff at the Zorro. The material below was taken from Jeffrey Epstein home as my insurance in case of future litigation against Epstein. Sorry, no questions. What is damning about Jeffrey Epstein is yet to be written. Did you know somewhere in the hills outside the Zorro, 2 foreign girls were buried on orders of Jeffrey and Madam G. Both died by strangulation during rough fetish sex. And then he links videos of child pornography. Here it says sex with minor, underage girl sex, underage girl rape, suicide attempt. Jeffrey says she didn't like that very much, talking about Katie Couric, who was there. She wasn't here for the no arms. So they're talking about cloning people that had no arms. Jeffrey says, right, Katie Couric was here, and we were talking about, I think we should, I want to start cloning things. And with certain people, Prince Andrew got upset because he was all, if it had a conscience, could you kill it for spare parts? And I said, I'll make it without a head. Would that make you feel?
Here's the most important email from the Epstein files. All you need is a blood transfusion from the pack and you reverse aging. What does this mean? It means that the adrenochrome conspiracy is not a conspiracy and that Hollywood and some of the political elite are blood-drinking satanic pedophiles. First, let me explain what adrenochrome is. It's a chemical that is released in the bloodstream when adrenaline oxidizes. It's the body's response to extreme levels of fear, especially in children. Some people call it the fountain of youth. I remember when Mel Gibson said that this is the most valuable currency in Hollywood, and they called him crazy. Now they're doing the same thing to Nicki Minaj. If we look back, they showed us adrenochrome in multiple movies. We were just not paying attention. Okay, so we know that many celebrities and politicians on the right and on the left are on tape doing unthinkable things to children, and that's how they're blackmailed to push a certain agenda, and that's why the US is controlled by a foreign country. But somehow, there are no arrests, and people are still watching the Grammys, watching their movies, buying their products, and voting to have these rats in office. And while we're talking about this, countries are still being invaded, resources are still being stolen, markets are still being manipulated, we're still being divided, and a digital prison is still under construction. Let's not lose our focus here, but it's also time to demand justice. Since I've been going through the Epstein files, I found these things. Mutants, time travel talk, Biden's body double with hyper-realistic masks, human cloning, designer babies, human sex trafficking, child sex trafficking, multiple presidents gang raping a dude and cutting off his feet, torture with public officials, organ harvesting, the Illuminati and a list of members, ritualistic child sacrifice, eating babies and dismembering them, confirmation that Pizzagate was real, as well as adrenochrome, which means they're actually transfusing and drinking the blood of scared babies. We have Israeli connections as well as intelligence connections. Tons of really wild claims and photo evidence. Intense amounts of honeypot and blackmailing. Bitcoin connection, talking about Satoshi. Discussing creating transgendered 3-year-olds. The fact that the guy who is dead, they're claiming is Epstein, and the guy who is alive, that they're claiming is Epstein, look like two totally different people. Meaning that Epstein's probably alive. And the people involved with securing him into jail testified to falsifying evidence. Plus, there was a non-prosecution agreement years before that, meaning the government could not prosecute Jeffrey Epstein or his people. That's why Ghislaine Maxwell, the Disney child recruiter, was trying to use that to get out of her sentence. MK Ultra style discussions about how trauma and traumatized people can unlock supernatural abilities. For some reason, they were talking about planning the pandemic years before it happened. Not to mention the systemic protection of pedophiles and the constant neglect of victims and witness testimony. Somehow, with all this evidence, we've seen no investigations, no prosecution. I feel like this is the age of disclosure, and I wouldn't be surprised if by the end of the year, they disclose aliens. At this point, we need a protest, or they're just going to keep doing it. Now, I don't know about you, but I've been mad about this for a long time, and I feel like this is our only chance to band together and stop this right now. So my hope is that you hear these things and you realize this is not a science fiction movie. This is real life. This is happening now. Dans les mails déclassifiés de Jeffrey Epstein, on apprend que Joe Biden aurait été exécuté par peloton et remplacé par un acteur avec un masque. Alors ça, c'est une surprise. Encore une théorie conspirationniste qui commence à prendre forme. On a déjà discuté de l'autopen, je vous invite à revoir mes vidéos précédentes. Je vous assure qu'actuellement, il y a un flux d'informations qu'on partageait depuis très longtemps avec l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'Europe et les États-Unis, et les dossiers Epstein viennent de mettre un trait de stylo complet sur tout ce puzzle géant. Ça va mettre des mois à déconstruire, ça va mettre des mois à expliquer. Comme vous, je suis fasciné par l'affaire Epstein. Je te dirais, Richard, il y a tellement de choses dans Epstein qu'on dit, ben non, c'est impossible, ça peut pas arriver. Et il y a des choses qui se confirment, qui tu dis, ça n'a pas de bon sens. C'est comme un genre de théorie du complot qui souvent s'avère vrai. C'est assez incroyable. Flashback. Trump vient faire le ménage. Pas juste ça, mais tous les réseaux de trafic de personnes et la corruption. Et on a eu un vent avec Jeffrey Epstein. L'arrestation de Jeffrey Epstein et les réseaux pédocriminels, c'est ça le sens réel de la présidence de Donald Trump. Alors tu me dis, pourquoi j'appuie Donald Trump? Ça, c'est une des raisons. Et ça s'inscrit dans le cadre du de l'information contre les médias qui sont contrôlés par l'État profond. OK, mais ça, c'est la théorie du complot solide.
Comme vous, je suis fasciné par l'affaire Epstein. C'est vraiment ça. Elle nous avait, tu sais, il me semble, il y a toute une gang de millionnaires puis qui se réunissent ensemble sur une île, puis il y a des jeunes là-dedans, puis ça. Puis là, tu te dis, ouais, c'est complètement far-fetch, tiré par les cheveux. Les pédosatanistes qui dominent le monde. Mais c'est vrai, Christy. C'est vrai, là. Tu sais, l'île de Little St. James était une île qui était existée pour vrai. Et ce que moi, je comprends des documents puis des médias, c'est que Epstein filmait là-bas, filmait presque tout. Même les toilettes étaient filmées. Donc, tous ceux qui se rendaient là sur l'île et qui voyaient des choses, bien, ou qui peut-être participaient à des choses, Epstein avait des choses contre eux. Mais il pouvait les faire chanter. Il pouvait clairement les faire chanter. Puis le carnet d'adresses de Epstein, les gens qu'il a connus, c'est complètement hallucinant. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Well. 3 millions de nouveaux documents dans l'affaire Epstein. Le mot qui me vient à l'esprit, le mot-clé du jour, c'est éclaboussure, parce que là, c'est jusqu'en Norvège, c'est jusqu'en Slovénie, c'est en Slovénie, en France, c'est aux Jeux olympiques de Los Angeles, ça splash partout. Alors, c'est quoi la conclusion de tout ça? C'est que quand tu as beaucoup d'argent, tu es dans un club où il y a peu de joueurs, mais ils se connaissent tous. Où tu regardes, où est Charlie? Où est Jeffrey? Il est où il y a des riches et puissants. Où il y a des riches et puissants, il est autour. Tu regardes une photo. Alors, dans tout ça, Donald Trump dit, ouais, il n'y a rien d'accablant. Je l'ai connu à une époque, je l'ai moins fréquenté, mais chose certaine, ceux qui pensaient que dans ces documents, on allait trouver le smoking gun qui permettrait de discréditer le président et de lui mettre les épaules au plancher, c'est l'ex-prince Andrew avec le premier ministre Starmer hier qui disait « Je pense qu'il devrait aller témoigner au Congrès comme on le lui demande. » Mais est-ce qu'il va finir en prison? Parce qu'en fait, c'est ce qui... Quand on voit tout ça hier, tout ce qui en ressort, tu dis comment il peut y avoir aucune arrestation sur Terre? Parce qu'il reste qu'il y avait un modèle d'affaires Epstein, là, puis ce que j'en comprends, c'est que une partie de son influence, là, tu sais, je vais te faire rencontrer un banquier, puis je vais te faire... Une partie de son influence, il la gagnait en fournissant des services sexuels illégaux à des gens qui ensuite pouvaient plus lui dire non. Hein, parce que là, une fois que tu as donné des mineurs à, je sais pas, 100 personnes puissantes, ça en fait 100 qui sont pas trop bien placés pour te dire « Ah, sais-tu quoi? Non. Je veux t'emprunter de l'argent, je veux te faire rencontrer quelqu'un. » Tu te fais toujours dire oui. Moi, ça me paraît être ça, la puissance d'Epstein à la fin. Là. Les gens qui étaient allés sur son île, les gens avec qui il avait fourni des services de mineurs, c'était tout du monde qui était forcé de lui dire oui. Il y tenait par tu sais où. Mais là, est-ce que ça se peut qu'il n'y ait pas d'arrestation? Ouais, la barbichette, ouais, c'est ça. Donc, ça éclabousse tout le monde et probablement, c'est ce qui explique que de partout sont venues les pressions pour qu'on referme la marmite. Parce ils se tiennent tous par la barbichette dans cette affaire-là. Et puis, on poursuit sur le même sujet parce qu'aujourd'hui, le Journal de Montréal, le Journal de Québec dévoile un dossier choc qui expose les dérives d'un réseau où se croisent pouvoir, influence et abus. Des célébrités internationales, des politiciens, des gens d'affaires et même des Québécois bien connus apparaissent dans les documents Epstein. On en discute avec Jean-François Cloutier, qui est journaliste au Journal de Montréal et au bureau d'enquête. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie-Lise. C'est quoi les liens entre Jeffrey Epstein et la métropole Montréal? Je pense qu'on peut dire que les liens sont plus importants que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. En fait, les nouveaux documents qui ont été dévoilés par le département de la justice montrent que Jeffrey Epstein est venu à plusieurs reprises à Montréal et a également entretenu des liens avec plusieurs Québécois connus. On ne prétend pas avoir une liste exhaustive, mais nos recherches, disons, depuis quelques jours au bureau d'enquête, nous ont permis déjà d'identifier 7 Québécois connus qui auraient eu des contacts avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Dans certains cas, c'est des contacts très superficiels. Par exemple, Jacques Villeneuve, en fait, on se rend compte, le coureur automobile, l'ancien coureur automobile qui apparaît dans le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein. Dans d'autres cas, par contre, les liens sont vraiment plus établis. C'est le cas notamment de Lawrence Stroll. Lawrence Stroll qui est le patron de Aston Martin, le père de Lance Stroll, le coureur automobile.
et l'ancien propriétaire également de la marque Tommy Hilfiger. En fait, Lawrence Stroll aurait séjourné, se serait rendu à la maison d'Epstein à New York. Et Ghislaine Maxwell se serait également rendue à une maison de la famille Stroll dans les Caraïbes, une somptueuse maison. Donc, ils ont eu des échanges beaucoup plus élaborés et beaucoup plus fraternels, là, si on peut lire certains courriels, notamment de l'ex-femme de Stroll, là, qui vraiment est très, très amie avec, vraisemblablement, avec Ghislaine Maxwell. Il y a d'autres Québécois également, assez connus, très connus même, qui apparaissent dans ces documents-là. Je pense notamment à André Desmarais, le président de Power Corporation, en fait, qui aurait reçu un colis au début des années 2000 de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Ce colis-là, on ne sait pas ce qu'il contenait. Et M. Desmarais nous a dit qu'il ne connaissait pas, lui, personnellement, Jeffrey Epstein et qu'il ne lui avait même jamais parlé. Mais c'est quand même intriguant de voir qu'il y a eu un colis qui a été envoyé par Epstein chez Power Corporation et ce colis-là semble bien avoir été reçu, là, selon ce qu'on peut comprendre des documents. D'autres noms aussi, là, Marie-Lise, qui apparaissent vraiment, c'est impressionnant. Les 7 noms qui sont cités dans le journal aujourd'hui, je le répète parce que c'est important de le dire, il n'y a pas de preuves de scandale, d'implication de scandale sexuel, il n'y a pas d'accusation, mais quand même, qu'est-ce que ça dit sur les relations entre ces personnes d'influence, là? Ben, ce que ça dit, c'est que, en fait, c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'on ne peut rien inférer de ces documents-là. Il n'y a rien qu'on peut reprocher là, vraiment de manière directe sur les 7 Québécois, mais je rappelle quand même que Jeffrey Epstein avait fait de la prison en 2008. En fait, il est sorti de prison, d'une prison de 13 mois, en lien avec une histoire de prostitution juvénile. Et malgré ça, il y a qui ont continué de contacter Jeffrey Epstein. Je pense notamment au clan de Céline Dion. En fait, un employé de Céline Dion qui l'a sollicité pour vendre la maison de Céline Dion à Jupiter Island, en Floride. Guy Laliberté aussi, le patron du Cirque du Soleil, l'ancien patron, qui a tenté de vendre son domaine à Jeffrey Epstein pas plus tard qu'en 2018. On est quelques mois avant l'éclatement là, vraiment du scandale Epstein, son arrestation. Encore là, il y avait beaucoup de choses déjà qui étaient dans le domaine public sur Epstein. C'est quand même impressionnant, je trouve, de voir que malgré toute l'ambiance autour de ce personnage-là, on n'hésitait pas quand même à le contacter et il restait quelqu'un de vraiment fréquentable là, auprès même de Québécois très, très connus. Oui. Jean-François, j'aimerais en terminant t'entendre sur ton travail et celui de tes collègues aussi, parce que le dossier de Jeffrey Epstein, là, c'est des millions et des millions de pages. Comme journaliste, comment on fait pour s'y retrouver? Comment se passe la collecte d'informations et la vérification des faits? Ben, je dirais que c'est quand même assez vertigineux parce qu'effectivement, il y a une masse de documents. Donc, on y va, on peut y aller un peu par des recherches par mots-clés, tout ça, mais on n'a pas encore de manière systématique d'écrémer tout ça. Puis, même s'il y a des choses qu'on trouve, ben, il faut toujours vérifier aussi parce que c'est des courriels, il y a des choses qui sont caviardées. Donc, on a des bribes de tout ça. Mais c'est quand même fascinant, je trouve, de passer à travers tout ça. Et déjà, ça lève le voile sur l'ampleur du réseau de Epstein, la quantité de personnes puissantes avec qui il a été en contact. C'est impressionnant. Je pense que même ça soulève parfois plus de questions que de réponses. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre entrevue, on est un peu dans une sorte de théorie du complot qui se vérifie un petit peu, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui nous paraissent invraisemblables qui, selon les derniers documents, nous disent, ben oui, c'est vraiment arrivé. Il y avait cette île-là de Little St. James. Il y a des gens très puissants qui se sont rendus. Qu'est-ce qui se passait là? Vraiment, c'est très, très intriguant et je suis pas mal sûr que on n'est pas au bout de nos surprises là-dedans. Il y a encore d'autres couches de choses. Il y a encore d'autres choses qu'on ne sait pas et qu'on va peut-être découvrir dans le futur. Alors, on pensait peut-être que l'affaire Epstein était derrière nous. Eh bien, pas du tout. Des millions, oui, des millions de documents viennent tout juste d'être déclassifiés. Et ce qu'ils révèlent, ça dessine une image bien plus sombre que tout ce qu'on pouvait imaginer. Aujourd'hui, on va plonger là-dedans, en s'appuyant sur l'enquête de François, pour essayer de comprendre ensemble ce que ces fameux Epstein Files nous disent vraiment. Il faut oublier tout de suite l'idée d'un criminel qui aurait agi seul. Non, ce que ces fichiers nous montrent, c'est l'histoire d'un véritable système, un réseau à l'échelle mondiale où le pouvoir, les abus et un sentiment d'impunité totale sont complètement entremêlés. Voyons un peu comment tout ça fonctionnait. Ok, première étape, revenons à la base. Quand on parle des Epstein Files, de quoi s'agit-il au juste? C'est quoi, concrètement?
Imaginez un peu, on parle de plus de 3 millions de pages déclassifiées par la justice américaine. À l'intérieur, on trouve absolument de tout, des emails, des photos, des carnets d'adresses, bref, c'est la cartographie quasi complète du réseau d'Epstein. Mais attention, il y a une chose hyper importante à comprendre dès le début. Ce n'est pas parce qu'un nom apparaît dans ces documents que la personne est coupable. La nuance entre être un simple contact et être un complice, elle est fondamentale. Bon, maintenant, plongeons vraiment au cœur du système. Comment cette toile était-elle tissée? Qui étaient les acteurs de ce réseau? Et quelle était la mécanique derrière tout ça? En fait, le réseau fonctionnait comme une véritable machine bien huilée. D'abord, il y avait le recrutement. Souvent, ça passait par de fausses promesses de carrière dans le mannequinat pour attirer de jeunes victimes. Ensuite, venait l'exploitation, dans des lieux bien précis comme son île privée Little St. James ou son appartement à Paris. Et enfin, le but ultime de tout ça, le compromat. L'objectif était clair, obtenir des enregistrements compromettants pour pouvoir faire chanter les élites et s'assurer de leur silence et de leur coopération. Et tout en haut de cette pyramide, on trouve des noms que tout le monde connaît. Bill Clinton, par exemple. Il a voyagé de très nombreuses fois à bord du jet privé d'Epstein, celui qu'on surnommait le Lolita Express. Donald Trump est aussi mentionné pour des vols dans les années 90. Mais les sources sont claires là-dessus, aucune accusation directe ne le vise dans les fichiers récents, et il avait même banni Epstein de sa résidence de Mar-a-Lago. Mais ce réseau s'étendait bien au-delà de la politique. Le prince Andrew, lui, est carrément qualifié de co-conspirateur potentiel dans les documents. Bill Gates est cité pour avoir rencontré Epstein après sa première condamnation. Quant à Elon Musk, il a toujours affirmé avoir refusé toutes les invitations sur l'île. Parce que voilà, derrière chaque nom puissant, il y a des victimes. Et cette question, posée dans une lettre par une victime française, elle est juste glaçante. Elle nous ramène brutalement à la réalité, au coût humain de ce système. Et elle pointe du doigt une interrogation terrible sur l'inaction de la justice. Une justice qui, on va le voir, semble avoir mis un temps fou à réagir en France. Et oui, parce qu'il y a un volet français majeur dans cette affaire, un volet qu'on a souvent tendance à ignorer. Epstein possédait un appartement sur la très prestigieuse avenue Foch à Paris, et cet appartement servait de base opérationnelle. D'ailleurs, son principal recruteur était un agent de mannequin français, Jean-Luc Brunel. Et là, le cas de l'ancien ministre Jack Lang est particulièrement documenté dans les fichiers. On a une note des renseignements généraux de l'époque qui le qualifie d'hôte des petits garçons pendant des séjours à Marrakech. Les documents révèlent aussi un don de plus de 57 000 $ à l'une de ses fondations et des témoignages le placent à certaines soirées parisiennes du réseau. Et il n'y a pas que lui. D'autres noms français apparaissent à différents niveaux. Rachida Dati est mentionnée dans des emails. Des interrogations entourent Cédric Villani. Les noms de Pierre Moscovici ou Bruno Le Maire sont aussi présents. Même Emmanuel Macron est cité, mais pour des liens indirects. Et si tout ce réseau de trafic n'était en fait que la façade de quelque chose de bien plus grand? C'est là qu'on bascule dans une autre dimension, celle de l'espionnage international. La question, elle est donc centrale. Est-ce qu'on assiste juste à une affaire de criminalité sexuelle, aussi énorme soit-elle, ou est-ce que c'était en réalité un outil d'influence, une arme au service de puissances étrangères? En gros, deux hypothèses s'affrontent. La première, qui a été rapportée par le Daily Mail, parle d'un piège à miel qui aurait été orchestré par le KGB russe pour obtenir des informations compromettantes. La seconde, elle pointe plutôt vers une opération similaire, mais menée par le Mossad, les services secrets israéliens. Mais au fond, quelle que soit l'agence derrière, la méthode reste la même. Utiliser le chantage comme une arme de renseignement. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ce scandale nous dit sur notre époque, sur le traitement médiatique et surtout sur le contexte dans lequel tout ça éclate? C'est là qu'on touche à un paradoxe assez fascinant. Le discours médiatique dominant s'est très longtemps concentré sur des noms comme Trump ou Musk, tout en passant quasiment sous silence le volet français. Pendant ce temps-là, des allégations sur ces réseaux étaient balayées d'un revers de main, traitées de complotistes par certains fact-checkers. Et l'ironie, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les documents officiels qui viennent confirmer ce qui était dénoncé à l'époque. Il y a une autre question qui est cruciale, c'est celle du timing. Pourquoi ces révélations sortent maintenant, précisément? L'article de François avance une hypothèse, celle de la diversion. L'idée serait que ce scandale monstrueux monopolise l'attention pour, peut-être, masquer d'autres crises bien plus vastes, une menace d'effondrement économique, des tensions géopolitiques, des guerres en cours. Et cette question de l'impunité, ça soulève un parallèle assez troublant. L'article met en lumière un paradoxe. Comment un État qui s'arroge le droit de mener des exécutions ciblées sans aucun procès peut-il être crédible quand il prétend rendre une justice impartiale pour les victimes d'un réseau comme celui d'Epstein? La frontière de l'impunité, elle se situe où exactement?
Pour conclure, les Epstein Files seraient donc bien plus qu'un simple fait divers, aussi sordide soit-il. Ils seraient la preuve, là, sous nos yeux, d'un vaste système de contrôle par le chantage. C'est l'arbre qui cache une immense forêt de corruption, avec des racines profondes et très étendues.